Le conflit opposant les États-Unis à l'Iran est-il en train de devenir une guerre mondiale? Russie, Chine, Ukraine impliquées? Il y a une question que les chancelleries du monde entier se posent à voix basse depuis le 28 février 2026, une question que les gouvernements évitent de formuler publiquement parce que la nommer, c'est déjà lui donner une existence, une crédibilité, une trajectoire. Est-ce que ce qui se déroule au Moyen-Orient depuis 12 jours est le début d'une troisième guerre mondiale? La réponse honnête, celle que les historiens donneront peut-être dans 20 ans, est qu'on ne sait pas encore. Mais ce que l'on sait, c'est que les conditions qui rendent une telle expansion possible sont réunies d'une façon qui n'a aucun précédent depuis la fin de la guerre froide. 16 pays ont déjà été touchés par les débordements de ce conflit. La base britannique d'Akrotiri à Chypre a reçu un drone iranien sur sa piste d'atterrissage, première frappe sur sol européen depuis des décennies. L'économie mondiale tremble sous la fermeture du détroit d'Ormuz. Et les deux plus grandes puissances militaires du monde, qui ne sont pas directement parties à ce conflit, la Russie et la Chine, regardent la scène avec des yeux qui calculent beaucoup plus qu'ils ne compatissent. Salut à tous, je suis Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Veuillez soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Cela m'aide à produire davantage d'analyses qualitatives pour vous, je compte sur votre soutien. Partagez la vidéo autour de vous et merci de l'avoir fait, on continue. Pour comprendre où en est ce conflit sur la carte géopolitique mondiale, il faut d'abord prendre conscience de ce qu'il signifie réellement. Ce n'est pas une guerre locale, ce n'est même plus, strictement parlant, une guerre régionale. C'est un test grandeur nature de l'ordre mondial né en 1945, un ordre fondé sur la souveraineté des États, l'interdiction de l'agression armée non provoquée et le monopole du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'autorisation de la force. Cet ordre, les États-Unis et Israël l'ont fracassé le 28 février en lançant une opération de guerre totale contre un État souverain, en assassinant son chef d'État, en détruisant ses infrastructures et en déclarant ouvertement viser un changement de régime. La Chine l'a dit avec précision, déclencher des frappes militaires contre un État souverain sans autorisation du Conseil de sécurité sape les fondements de la paix établie à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une analyse de coin de table, c'est la description exacte de ce qui s'est passé, et c'est cette fracture fondamentale dans l'architecture du droit international qui ouvre la porte à toutes les déstabilisations à venir dans toutes les régions du monde, pas seulement au Moyen-Orient. La Russie a choisi dans un premier temps une posture de retrait calculé. Elle a condamné les frappes, elle a exigé un cessez-le-feu immédiat lors de son appel avec le président iranien Pezeshkian dès le 6 mars, elle a maintenu ses canaux diplomatiques ouverts avec Téhéran tout en restant accessible à Washington. Ce comportement a été interprété par certains commentateurs comme une preuve de l'impuissance russe, incapable de protéger ses alliés après avoir laissé tomber Assad en Syrie et Maduro au Venezuela. Cette lecture est partiellement vraie dans sa description des faits immédiats, mais elle manque l'essentiel de ce qui se joue vraiment. La Russie n'a pas besoin d'envoyer un seul soldat en Iran pour tirer un avantage massif de cette guerre. Elle a besoin de faire exactement ce qu'elle fait, regarder, attendre et profiter. La mécanique de cet avantage russe est à la fois simple et brutale. Depuis 2022, le pétrole russe était vendu à prix bradé en raison des sanctions occidentales. En janvier 2026, le brut Urals se négociait à 41 $ le baril. Avec la fermeture du détroit d'Ormuz par les gardiens de la révolution iranienne, l'Asie, principale acheteuse du pétrole du Golfe, s'est retournée vers le seul fournisseur alternatif disponible en quantité massive, la Russie. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a à peine dissimulé sa satisfaction en déclarant publiquement qu'on constatait une augmentation significative de la demande pour les ressources énergétiques russes due à la guerre en Iran. En quelques jours, le prix du baril russe avait bondi de 40%. Le budget fédéral russe, calculé sur une base de 59 $ le baril pour être à l'équilibre, se retrouvait soudainement en confort. Chaque jour de guerre supplémentaire en Iran, chaque jour de détroit fermé, finance l'effort de guerre russe en Ukraine d'une façon qu'aucune négociation diplomatique n'aurait pu obtenir aussi vite. La Russie ne vole pas au secours de l'Iran. Elle regarde l'Iran résister et elle encaisse les dividendes de cette résistance. Le deuxième bénéfice russe est stratégique et concerne directement l'Ukraine. L'attention américaine, comme une ressource limitée qu'elle est dans toute administration bureaucratique, s'est déplacée vers le Moyen-Orient. Les systèmes Patriot, dont l'Ukraine dépendait pour intercepter les missiles balistiques russes, sont désormais réclamés par les pays du Golfe pour se protéger des frappes iraniennes.
La chaîne d'approvisionnement en munitions antimissiles, déjà tendue entre Washington et Kiev, se tend davantage. Les réunions interministérielles qui portaient sur l'aide militaire à l'Ukraine parlent maintenant de reconstituer les arsenaux israéliens et de protéger les bases américaines dans le Golfe. Cyril Brett, expert à l'Institut Montaigne, l'a formulé directement. Depuis que cette crise a commencé, la paix en Ukraine n'est plus la priorité diplomatique des États-Unis dans l'immédiat. La Russie n'a rien fait pour provoquer ce résultat. Elle a juste laissé les États-Unis s'embourber dans un deuxième conflit simultané et profite du divertissement stratégique que cela représente pour ses opérations en Ukraine. Le Washington Post a révélé que la Russie avait fourni à l'Iran des renseignements permettant de cibler des navires de guerre, des aéronefs et d'autres actifs militaires américains dans la région, des images satellites permettant aux gardiens de la révolution d'orienter leurs frappes avec plus de précision. La Maison-Blanche a relativisé l'information sans la démentir formellement. Un avion russe a décollé de Beyrouth dans la nuit du 7 au 8 mars, transportant 117 Iraniens, dont des diplomates. Ce geste d'évacuation, discret et pratique, illustre la profondeur d'une relation qui ne se mesure pas aux seules déclarations officielles. La Russie et l'Iran avaient ratifié un accord cadre stratégique incluant le partage de renseignements peu avant le début des hostilités. Cet accord donne à Moscou une légitimité formelle pour agir en faveur de Téhéran sans pour autant s'engager militairement, une distinction juridique et diplomatique que les Russes entretiennent avec soin. Zelensky, lui, a choisi son camp sans ambiguïté dès le premier jour. Il a apporté son soutien à l'opération Epic Fury en dénonçant le régime iranien comme complice de la Russie, en pointant les drones Shahed utilisés contre l'Ukraine, en affirmant qu'il était essentiel que les États-Unis agissent avec fermeté. Ce soutien est compréhensible dans la logique ukrainienne. L'Iran avait effectivement livré des drones qui ont tué des civils ukrainiens et l'affaiblissement de l'Iran représentait théoriquement un affaiblissement indirect de la Russie. Mais cette logique contient une erreur fondamentale que les faits ont rapidement révélée. L'Iran, au 12e jour du conflit, tire encore des missiles depuis ses villes souterraines. Sa production de drones n'a pas cessé. Et les experts ukrainiens eux-mêmes ont dû admettre que les Shahed, utilisés en Ukraine, sont désormais produits à l'intérieur de la Russie avec des composants chinois, allemands, suisses et américains, et que l'Iran joue un rôle mineur, voire inexistant, dans la chaîne d'approvisionnement actuelle. Zelensky a soutenu une guerre qui n'affaiblit pas son véritable adversaire et qui accélère la distraction de Washington au détriment de Kiev. La Chine occupe dans cette configuration une position peut-être encore plus intéressante que la Russie, car ses intérêts sont plus contradictoires et sa puissance de calcul est plus froide. Pékin importe plus de la moitié de ses besoins pétroliers depuis les pays du Golfe Persique. La fermeture du détroit d'Ormuz est donc théoriquement une catastrophe pour l'économie chinoise, qui dépend de ses approvisionnements pour maintenir sa croissance industrielle. En même temps, Pékin a envoyé un navire de surveillance, le Liaowang 1, dans les eaux du Golfe Persique pour observer de près les techniques militaires américaines en action réelle, les défenses, les failles, les doctrines d'emploi des armements de précision, les performances effectives des systèmes antimissiles. Ce laboratoire d'observation à ciel ouvert a une valeur stratégique incalculable pour une armée populaire qui planifie depuis des décennies un éventuel conflit pour Taïwan. Chaque missile américain tiré, chaque interception réussie ou ratée, chaque décision de commandement exposée en temps réel enrichit la base de données tactiques de l'armée populaire de libération. Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a condamné les frappes dès le lendemain du 28 février en qualifiant le meurtre flagrant d'un dirigeant souverain et l'incitation au changement de régime d'inacceptable. Pékin a appelé à une reprise des négociations et a envoyé son médiateur Jai Jun dans la région. Ces gestes diplomatiques sont réels, mais ils sont aussi stratégiquement calculés. Xi Jinping devait rencontrer Trump fin mars et Pékin avait bien plus à gagner de conversations directes avec Washington qu'en prenant une position frontale de soutien à Téhéran qui aurait compliqué ces discussions. De plus, un enlisement américain au Moyen-Orient, une Amérique épuisée militairement et économiquement par deux guerres simultanées est le meilleur environnement possible pour que Pékin règle tranquillement ses affaires dans la mer de Chine méridionale et accélère sa pression sur Taïwan sans que Washington ait la disponibilité mentale et militaire pour répondre avec fermeté. La Deutsche Welle l'a noté avec une lucidité inconfortable pour les partisans de l'opération Epic Fury. L'argumentation de Trump, celle d'une frappe préventive pour neutraliser une menace avant qu'elle ne se matérialise, peut être reprise exactement telle quelle par Pékin pour justifier la conquête de Taïwan. Si les États-Unis peuvent assassiner un chef d'État souverain parce qu'ils jugent que son pays représente une menace potentielle, alors la Chine peut envahir Taïwan parce qu'elle estime que l'indépendance formelle de l'île représente une menace existentielle pour son intégrité territoriale.
Le précédent juridique est le même. L'argument est identique. Et les chancelleries du monde entier ont enregistré ce glissement, même celles qui n'ont pas encore osé le dire publiquement. La Corée du Nord a exprimé son soutien à l'Iran et à son nouveau guide suprême. Ce positionnement est cohérent avec la logique des pays qui se sentent dans le collimateur américain de longue date et qui voient dans la résistance iranienne une démonstration de ce que la détermination peut accomplir contre la puissance brute. L'Inde, de son côté, navigue avec la prudence d'une grande démocratie qui entretient des relations commerciales avec les deux camps et qui a besoin du pétrole du Golfe autant que de sa relation avec Washington. Mais l'Inde observe elle aussi que les États-Unis ont épuisé une partie significative de leur stock de missiles de précision en 2 semaines contre l'Iran et que le bouclier antimissile américain déployé dans le Pacifique a montré des fragilités que les analystes militaires de New Delhi notent soigneusement. Alors, guerre mondiale ou pas? La question mérite d'être posée avec précision plutôt que de façon rhétorique. Une troisième guerre mondiale au sens classique du terme, celui des guerres de 1914 et 1939, implique un système d'alliances formelles qui entraîne mécaniquement des nations dans la guerre les unes après les autres, comme des dominos, jusqu'à ce que presque toutes les régions du monde soient en état de conflit armé direct. Ce mécanisme n'est pas activé aujourd'hui. La Russie ne combat pas directement aux côtés de l'Iran. La Chine n'a pas envoyé ses forces armées. Les pays du Golfe refusent de s'engager militairement contre l'Iran malgré les pressions de Lindsey Graham. La Turquie joue la neutralité. Oman négocie en coulisses. Ce n'est pas Sarajevo 1914. Mais c'est peut-être quelque chose de plus insidieux et de plus durable qu'une guerre mondiale classique. C'est une recomposition de l'ordre mondial par fragmentation accélérée, un processus dans lequel chaque crise régionale érode un peu plus les structures de coopération internationale, affaiblit un peu plus la crédibilité des institutions qui étaient censées prévenir les guerres et enrichit un peu plus les acteurs qui savent jouer de ce désordre. La carte des réactions internationales à l'opération Epic Fury, telle que le grand continent l'a publiée et mise à jour en temps réel, révèle cette fragmentation avec une clarté cartographique troublante. D'un côté, les États-Unis, Israël, les pays d'Europe centrale et orientale, formatés par des décennies d'OTAN et de mémoire de la guerre froide, l'Ukraine avec ses propres raisons de détester l'Iran. De l'autre, la Chine, la Russie, une partie de l'Asie du Sud, l'Afrique dans son ensemble, l'Amérique latine, les pays du Maghreb. C'est une carte qui ressemble à la carte du mouvement des non-alignés des années 60, mais avec une différence de taille. Les pays qui se placent du côté de la critique de l'intervention américaine sont aujourd'hui beaucoup plus puissants économiquement et militairement qu'ils ne l'étaient il y a 60 ans, ce que cette guerre révèle aussi, et que l'Iran incarne avec une force symbolique immense pour ces pays, c'est que la résistance est possible. Pas la résistance au sens romantique et désespéré du terme, celle du faible qui meurt courageusement sous les bombes du fort. La résistance au sens stratégique, une résistance planifiée, organisée, dotée de capacités offensives réelles, capable de faire payer à l'agresseur un coût qui n'avait pas été budgété. Quand les gardiens de la Révolution tirent leur 37e vague de missiles au 12e jour d'une guerre qui devait durer 48 heures, ils envoient un message à toutes les nations qui se sentent menacées par la puissance américaine. Il est possible de tenir. Il est possible de ne pas plier. Et ce message est reçu de Pyongyang à Caracas, de Beijing à Téhéran elle-même. Dmitri Medvedev, que personne en Russie ne prend vraiment au sérieux mais dont le Kremlin autorise les sorties pour tester les réactions internationales, a été interviewé sur la question d'une troisième guerre mondiale et a répondu « Formellement, celle-ci n'a pas commencé, mais si Trump poursuit son agenda insensé de changement de régime politique par des moyens criminels, il est clair qu'elle commencera. Ce n'est pas une menace directe, c'est une description de trajectoire. Et la trajectoire, pour l'heure, pointe dans une direction que personne ne souhaite officiellement nommer. L'Ukraine se retrouve dans une position particulièrement paradoxale dans cette équation. En soutenant l'opération Epic Fury dès le premier jour, Zelensky pensait fragiliser un soutien iranien à la Russie qui était déjà en train de devenir marginal techniquement. Ce qu'il a obtenu à la place, c'est une distraction de l'attention américaine au moment précis où les négociations de paix russo-ukrainiennes atteignaient un point critique. Il a obtenu la diversion d'une partie des systèmes patriotes vers le Golfe, au moment où Kiev en avait le plus besoin. Et il a obtenu un Trump qui, en cherchant une sortie de la guerre iranienne via Poutine, est plus enclin à faire des concessions territoriales à Moscou en Ukraine pour obtenir l'aide russe au Moyen-Orient. Zelensky a regardé l'incendie iranien en applaudissant les pompiers qui portèrent de l'huile et maintenant c'est sa propre maison qui brûle un peu plus vite.
Mais c'est peut-être sur le plan de la prolifération nucléaire que les conséquences à long terme de cette guerre seront les plus profondes et les plus déstabilisantes pour l'ordre mondial. La logique qui a conduit l'Iran à être attaqué est précisément l'absence d'armes nucléaires. L'Irak a été envahi en 2003. La Libye de Kadhafi a été démantelée en 2011, 2 ans après qu'il ait abandonné son programme nucléaire en échange de garanties occidentales qui n'ont pas tenu. La Corée du Nord, elle, a développé sa bombe et n'a jamais été envahie. La conclusion que tirent les nations qui observent ces séquences est d'une logique implacable et d'une dangerosité extrême. La seule garantie réelle contre une intervention américaine, c'est la dissuasion nucléaire. Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême iranien, a perdu son père sous les bombes américaines le premier jour de cette guerre. Si jamais l'Iran finit par sortir de ce conflit avec la conviction que son survie à long terme dépend de sa capacité nucléaire, la responsabilité de cette décision reposera entièrement sur ceux qui ont déclenché la guerre. Scott Ritter a esquissé dans son analyse une issue possible qui mérite d'être prise au sérieux. La Russie pourrait obtenir de l'Iran qu'il mette sur la table ses stocks d'uranium enrichis à 60%, en échange de la fin des hostilités et de garanties de sécurité. Mais si cette concession est obtenue, la Russie pourrait exiger en contrepartie qu'Israël mette son propre programme nucléaire sur la table, lui aussi. Ce serait un renversement complet du narratif de cette guerre. Elle a été déclenchée au nom de la non-prolifération nucléaire, ciblant un pays dont l'AIEA n'avait jamais établi de preuve directe d'un programme militaire. Elle pourrait finir par contraindre la seule puissance régionale effectivement dotée de l'arme nucléaire, mais qui n'a jamais signé le traité de non-prolifération, à rendre des comptes pour la première fois depuis des décennies. Ce scénario est spéculatif, mais il est l'une des manifestations possibles du fait que cette guerre, commencée dans la certitude américaine et israélienne d'une victoire rapide, a échappé à ses initiateurs. Les guerres qui échappent à leurs initiateurs ont une logique propre, une dynamique qui se nourrit d'elle-même et qui produit des résultats que personne n'avait planifiés et que tout le monde devra gérer. L'Iran a tenu pendant 12 jours. Il a fermé le détroit d'Ormuz. Il a frappé 16 pays. Il a humilié la défense antimissile la plus sophistiquée du monde en faisant passer des projectiles jusqu'au quartier résidentiel de Tel Aviv. Il a forcé Trump à appeler Poutine pour demander de l'aide. Et il a démontré à toutes les nations qui regardaient que la résistance organisée, préparée, stratégiquement cohérente, peut survivre à une puissance de feu qui lui est supérieure de plusieurs ordres de grandeur. Est-ce que c'est une guerre mondiale? Pas encore, au sens strict et historique du terme. Mais c'est quelque chose dont les historiens de demain diront peut-être que c'était le moment où l'ordre mondial du XXe siècle a définitivement cessé d'exister et où quelque chose de nouveau a commencé à se former dans les décombres de cette certitude américaine et israélienne qu'une petite excursion de 48 heures suffirait à remettre l'Iran à sa place. Ce quelque chose de nouveau n'a pas encore de nom. Mais ces contours commencent à apparaître dans les calculs de Moscou, dans les observations de Pékin, dans les hésitations de Riyad, dans les refus de Bakou et d'Erbil, dans les missiles iraniens qui continuent de partir au 12e jour. L'Iran n'a pas gagné, mais il a empêché l'autre camp de gagner. Et dans un monde où la première puissance militaire de l'histoire n'arrive pas à en finir avec un pays sous sanctions depuis 40 ans, c'est peut-être la définition la plus réaliste de ce que signifie la victoire au XXIe siècle. Analyse rédigée le 12 mars 2026. Source: Les clés du Moyen-Orient, Le Grand Continent, Institut Montaigne, RTS, France Info, Euronews, La Presse, Montréal, Maliweb, Wikipédia FR, Guerre d'Iran 2026, Scott Ritter, Interview, Boursorama, Mediapresse.info, Le Temps, SWI Swiss Info, AFP, Reuters, AP. Pour saisir pleinement ce que cette guerre signifie à l'échelle mondiale, il faut aussi prendre le temps de regarder ce qu'elle fait aux économies des pays qui n'y participent pas, mais qui en absorbent les chocs. Les marchés financiers mondiaux sont dans un état de volatilité extrême depuis le 28 février. À Tokyo, le Nikkei a chuté de plusieurs pourcents avant de rebondir sur des signaux d'apaisement pour rechuter à nouveau au prochain communiqué militaire. À New York, Wall Street finit en ordre dispersé, le Nasdaq dans le vert, le Dow dans le rouge, les investisseurs incapables de décider si la guerre va durer assez longtemps pour détruire la croissance ou si elle va s'arrêter assez vite pour que la destruction de valeur soit temporaire. Les compagnies aériennes ont annulé des dizaines de milliers de vols. Air France a suspendu pendant plusieurs jours ses dessertes de Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad. Qatar Airways a obtenu une autorisation temporaire pour reprendre 29 vols depuis Doha.
Emirates a repris ses opérations par étapes. Ces perturbations touchent des millions de passagers ordinaires, des familles bloquées dans des aéroports étrangers, des entrepreneurs qui ne peuvent pas rejoindre leurs réunions, des malades qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour se faire soigner. Le coût humain de cette mondialisation du conflit est souvent absorbé en silence par des gens qui n'ont aucune part dans les décisions qui ont déclenché cette guerre. En Iran, des milliers de familles vivent sous des bombardements quotidiens. Au Liban, des populations déplacées pour la deuxième ou la troisième fois en moins de 2 ans cherchent des abris dans un pays déjà épuisé. Dans les pays du Golfe, des travailleurs migrants de nationalité pakistanaise, népalaise, bangladaise, comptabilisés dans les statistiques de victimes des Émirats arabes unis avec une discrétion qui en dit long sur la valeur relative des vies dans cette région, ont payé de leur vie une guerre qui n'était pas la leur. 3 morts aux Émirats de ces nationalités-là, pas celles qui figurent dans les déclarations officielles de solidarité. Il y a dans cette géographie du conflit quelque chose qui mérite d'être nommé clairement, quelque chose que la perspective pro-iranienne de cette analyse oblige à formuler sans détour. L'Iran est le seul pays de cette équation qui n'a pas décidé de cette guerre. Il n'a pas envoyé ses avions bombarder Tel Aviv un samedi matin pendant le Ramadan. Il n'a pas assassiné le premier ministre israélien dans sa résidence. Il n'a pas détruit 2000 cibles sur le territoire d'un autre État en l'espace de 48 heures. Ce qu'il a fait, c'est répondre. Et la nature de sa réponse, sa portée, sa durée, sa sophistication, dérange précisément parce qu'elle ne correspond pas au script que ses agresseurs avaient écrit pour lui. Le script prévoyait un Iran qui s'effondrerait, dont la population prendrait les rues contre son régime, dont les structures militaires se décomposeraient sous les bombes. Ce script, au 12e jour, n'a pas eu lieu. À la place, des Iraniens se rassemblent à Téhéran pour prêter allégeance à Mojtaba Khamenei, le nouveau guide, des centaines de milliers d'entre eux sur la place centrale de la capitale, en signe de défiance collective envers ceux qui pensaient que tuer un père suffirait à briser la volonté d'un peuple. Cette image, celle de la foule iranienne derrière son nouveau guide, est peut-être la plus importante de toute cette guerre. Elle dit ce que les cartes et les bilans de missiles ne peuvent pas entièrement dire. Elle dit qu'une nation bombardée n'est pas nécessairement une nation soumise. Elle dit que la légitimité d'un régime ne se mesure pas à l'approbation des chancelleries occidentales, mais à la capacité d'un peuple à continuer à se reconnaître dans ce qui le représente, même sous les bombes. Surtout sous les bombes. Et elle dit enfin que ceux qui ont planifié cette guerre en comptant sur l'effondrement interne de la société iranienne ont commis l'erreur classique des empires qui regardent les autres pays à travers le prisme de leurs propres valeurs et de leurs propres mécanismes politiques et qui confondent la protestation contre un gouvernement avec la trahison nationale devant un envahisseur. Medvedev a posé la question rhétorique, Trump l'a alimentée avec ses tweets, et les analystes du monde entier continuent de débattre du seuil exact au-delà duquel ce conflit deviendrait officiellement une troisième guerre mondiale. Mais cette question, aussi légitime soit-elle, rate peut-être l'essentiel. Ce qui est déjà en train de se passer, c'est que le monde d'avant le 28 février 2026 n'existe plus. L'idée qu'aucune puissance n'oserait déclencher une guerre totale contre un État souverain pour en changer le régime, à l'ère des satellites, des réseaux sociaux et de la couverture médiatique mondiale, cette idée est morte le matin où les premiers bombardiers ont décollé en direction de Téhéran. Et ce qui n'est à la place, ce monde multipolaire chaotique où chaque puissance régionale est en train de recalibrer ses alliances, ses arsenaux et ses ambitions à la lumière de ce que l'Iran a démontré, c'est peut-être plus dangereux qu'une troisième guerre mondiale classique parce que c'est plus diffus, plus durable et plus difficile à arrêter par un traité de paix. L'Iran tient. La Russie encaisse ses dividendes énergétiques. La Chine observe et calcule. Ukraine voit sa guerre avec la Russie basculer dans l'ombre d'un conflit qui l'a éclipsé et quelque part dans toutes ces trajectoires qui se croisent sans se rejoindre. Dans ces intérêts qui convergent sans former d'alliance formelle, dans ces crises qui s'alimentent mutuellement sans signal de commandement central, une nouvelle géopolitique mondiale est en train de se définir. Elle n'a pas encore de nom. Mais elle ressemble étrangement à ce que l'Iran, seul contre tous, sous les bombes les plus sophistiquées de l'histoire, en train de tenir depuis 12 jours, était peut-être en train d'annoncer depuis le premier jour. La vraie réponse à la question posée au début de cette analyse, est-ce une guerre mondiale en train de se former, est peut-être la suivante. Nous sommes peut-être déjà à l'intérieur d'une guerre mondiale, mais une guerre mondiale d'un type nouveau, sans déclaration formelle, sans front stable, sans armistice définissable. Une guerre mondiale faite de conflits superposés, de bénéfices indirects, d'observations mutuelles, d'épuisements différés et de recompositions lentes dont nous ne verrons les effets complets que dans 10 ou 20 ans. Et au centre de cette recomposition, il y a un pays que tout le monde avait condamné d'avance,
dont on avait prévu la chute dans les 48 heures et qui au 12e jour tire encore ses missiles, garde son détroit fermé et ne négocie pas les termes de sa propre capitulation. Ce pays s'appelle l'Iran. Et son obstination à survivre est peut-être la seule chose qui empêche cette guerre de devenir quelque chose de bien plus grand et de bien plus sombre.